Bienvenue sur ce webinaire Green IT, IT for Green, comment faire une réalité un atout pour l'entreprise. Je suis Michel Perrault et je suis ravi de vous accueillir pour ce webinaire qui s'inscrit dans la semaine de la transformation que Julia Sterwen organise depuis maintenant 3 ans. Vous avez peut-être pu participer à ces webinaires que nous faisons depuis le début de cette semaine, qui sont des webinaires gratuits et ouverts à tous. Et donc, cette année, le thème de cette semaine de la transformation était concerné à la question de l'impact. Comment les transformations ont un impact positif. Le webinaire que nous commençons va durer 1 heure. Le dernier quart d'heure sera consacré aux questions-réponses. Je vous invite donc, si vous souhaitez poser des questions, à les renseigner dans la petite zone de saisie en bas à droite de votre écran. Par ailleurs, si vous avez des problèmes de son, vous pouvez effectivement cliquer sur le bouton public pour pouvoir résoudre ces points. Donc, sur cette question de l'impact, nous avons voulu adresser cette semaine et cette année la question notamment du Green IT, la question du numérique. En effet, le numérique bénéficie depuis longtemps d'une image très positive, mais cette image commence à pâlir, notamment du fait des impacts environnementaux du numérique. Le numérique, on le sait, c'est des chiffres qui ont beaucoup circulé, représenterait aujourd'hui 4% des émissions de gaz à effet de serre mondiales, incluant tous les usages des particuliers, des entreprises, des organisations. Et on se trouve dans une tendance qui nous amènerait en 2025 à ce que ce soit non plus 4%, mais 8% des émissions de gaz à effet de serre. C'est en effet un des secteurs qui a la plus forte croissance en termes d'impact carbone. Par ailleurs, le terme de dématérialisation a souvent et longtemps été utilisé pour qualifier le numérique, mais il est de moins en moins crédible. L'empreinte matière du numérique est très forte. L'ADEME a calculé que pour un PC de 2 kg, il fallait compter 800 kg de matière, de ressources pour pouvoir le produire. Que ce soit des métaux, des matières, de l'eau pour pouvoir produire ça. Et notamment, dans ces matières, on trouve en particulier les terres rares, dont on sait que l'extraction et le raffinage ont un impact environnemental terrible et qui crée notamment en Chine des villages du cancer. Donc, il y a quelque chose qui est très lié à ces questions-là. Et par ailleurs, le numérique, c'est aussi un des secteurs qui a le plus recours à l'obsolescence programmée. Et que ce soit par rapport au matériel, par rapport au logiciel, par rapport aux infrastructures. Et cette logique d'obsolescence programmée, aujourd'hui, pose vraiment question à l'heure où on ne peut plus être aveugle à la question des limites planétaires. Bref, dans ce contexte où le numérique a un certain bilan sur le plan environnemental, que peuvent faire et que doivent faire les entreprises? Comment peuvent-elles réduire leur empreinte, que ce soit sur le plan carbone ou sur le plan de la matière? Comment peuvent-elles, en même temps, au regard de leur potentiel indéniable pour pouvoir optimiser l'emploi des ressources, trouver le chemin de la porte étroite pour à la fois bénéficier de ce potentiel d'emploi des ressources et de réduire l'empreinte carbone et l'empreinte matière? Comment accompagner les managers, les collaborateurs dans ces nouvelles pratiques autour de la question de la sobriété numérique? Et aussi, comment répondre aux exigences de plus en plus fortes, de plus en plus précises de la part du législateur sur ces questions. Pour répondre à ces questions, on a la chance d'accueillir aujourd'hui trois invités. D'une part, Frédéric Marchand, vous dirigez l'entreprise Digital for Better et vous nous parlerez notamment de la solution Fruger que vous avez mise en place qui permet de mesurer l'empreinte RSE de l'activité numérique d'entreprise. Fabienne Laloux, vous avez en charge le numérique responsable au sein de BPI France et vous avez mis en place une politique de sobriété numérique au sein de BPI France. Et Philippe Yéhou, vous dirigez l'activité conseil au DSI au sein de Julia Sterwen et vous intervenez de plus en plus souvent sur ces questions de Green IT, de numérique responsable, de sobriété numérique. Peut-être pour commencer, justement, Philippe, peut-être vous pouvez nous aider et voir plus clair dans ces différents termes. On parle effectivement de Green IT, d'IT for Green, de sobriété numérique, de numérique responsable, de frugalité. Qu'est-ce que recouvrent tous ces termes? Qu'est-ce qui les distingue? Et comment les entreprises peuvent-elles s'en emparer? Comment peuvent-elles agir au regard de ces termes? Oui, merci Michel. Donc effectivement, plusieurs termes qui existent, qu'on trouve dans la littérature et dans les échanges qu'on peut avoir sur ce sujet-là. Frugalité, numérique responsable, sobriété numérique encore.
il faut savoir qu'on se place dans un contexte plus large qui est celui de l'empreinte carbone et de l'empreinte environnementale des organisations, des entreprises. Donc, pour traiter ce sujet dans son ensemble, il y a plusieurs compartiments qu'il faut adresser. Et donc tu l'as rappelé en introduction, le compartiment de la consommation, de l'activité informatique ou numérique ou digitale des organisations est un des compartiments. Et ce qui nous intéresse particulièrement dans ce compartiment, ce sont les activités liées à l'informatique. Donc on va avoir dans un premier volet la partie software, donc le développement et la maintenance applicative. Sur la partie services d'infrastructure, on va retrouver les différents sujets de postes de travail, hein, de réseaux, de serveurs, de bases de données, de cloud, de téléphonie, typiquement. Et ce sont bien à la fois les usages, d'une part, et la fourniture de ces produits et services, donc qui sont du ressort, la plupart du temps, des directions informatiques, qu'il s'agit, et sur lesquels on va agir. Et on est dans une logique globale de diminution de l'empreinte environnementale de cette activité informatique sur ces différents sujets, donc la partie software d'une part, la partie service d'infrastructure d'autre part. Et c'est en fait tous ces différents termes, frugalité, sobriété, green IT, relèvent de cette diminution de l'empreinte environnementale de l'activité numérique des organisations. Merci. Fabienne, vous êtes en charge du numérique responsable. Donc, pour le coup, il y a ce terme qui a été retenu au sein de BPI France. Et c'est dans le cadre de ce numérique responsable que vous avez mis en place une politique de sobriété numérique. Donc, on retrouve encore un autre terme. Donc, là aussi, quel est le sens de ces termes au sein de BPI France? Et par ailleurs, d'un point de vue très pratique, comment ça se met en place, une politique de sobriété numérique? Quels sont les grands axes que vous avez retenus et par quoi vous avez commencé? Alors, ce qu'on a fait en premier, c'est de se mesurer, parce que sans mesure, on a du mal à progresser, aller dans la bonne direction et atteindre notre objectif. Donc la première action qu'on a faite, c'est de faire notre calcul d'impact environnemental IT. Et pour cela, on s'est fait aider par une société spécialisée dans ce genre de calcul. Et puis aussi, on a mesuré notre maturité à pouvoir mettre en place ces bonnes pratiques de réduction. Donc de ce calcul, de ce premier bilan, en fait, on en a tiré un plan d'action de réduction qui, pour faire simple, c'est basé sur 3 grands axes. Donc on avait un axe fournisseur, un axe matériel et infrastructure et un axe plutôt usage et j'ai du bruit dans mon casque, je ne sais pas d'où ça vient. Usage et éco-conception. Voilà. Donc, à partir de ces 3 axes, en fait, on a décrit un plan d'action. Donc, par exemple, tout ce qui est fournisseur, parce que c'est très important de pouvoir être en contact avec des fournisseurs qui ont eux-mêmes en fait un plan vert. Donc, en fait, on a mis en place tout un questionnaire RSE. Et dans les appels d'offres, il est obligatoire et ça rentre dans la notation finale et on en prend compte. Donc ça, c'est un premier axe. Et puis le deuxième axe qui est le plus important, en fait, c'est tout ce qui est matériel et infra. Parce que comme il a été dit au début, c'est ce qui a le plus d'impact. Chez nous, c'est plus de 60% d'impact environnemental. Donc, ce qu'on a mis en place, en fait, c'est dans un premier temps, tout ce qui est matériel, de le faire durer plus longtemps, de 1 ou 2 ans. Un deuxième qui est de signer un partenariat avec une entreprise adaptée pour tout ce qui est seconde vie du matériel. Donc ça a été aussi une action. Et puis la troisième qui est qu'on a commencé mais qui est de longue haleine, c'est de savoir est-ce que toute notre infrastructure, nos machines, nos serveurs physiques et virtuels, est-ce qu'ils ont une raison d'être? Est-ce qu'on ne peut pas mutualiser? Est-ce qu'on ne peut pas supprimer? Voilà, c'est toute une phase de décommissionnement. Voilà. Parce que comme vous disiez, ouais.
Pardon, non, Comme vous disiez au départ, poser. comme vous disiez au départ, en fait, le CO2 du matériel est important, mais c'est surtout tout ce qui est ressources abiotiques non renouvelables pour lequel, en fait, on tape dedans et donc bientôt on n'en aura plus. Donc ça, c'est très important. Et puis tout le côté humain dont vous parliez tout à l'heure, parce que tous ces gens qui travaillent dans des conditions extrêmes pour pouvoir extraire les matières premières, voilà, Mhm. on peut plus l'admettre, quoi. Voilà. Voilà. D'où le terme responsable, peut-être, Oui, justement. voilà. Cette Voilà, dimension aussi exactement le sociale. responsable. Voilà. Oui, parce qu'on parle toujours en fait de la partie, environnementale, mais bien sûr, il y a toute la partie sociale derrière qu'on ne voit pas, parce que comme c'est pas chez nous, ben, pas vu, pas pris, hein, comme on dit. Mais c'est toute cette partie-là en fait, est très importante aussi. Et donc aussi voilà. Et donc la troisième partie qui est les usages et l'éco-conception en fait, c'est-à-dire avoir des usages sobres et des usages, de développement, de mise en place de services numériques le plus sobre possible. Là aussi, c'est très important puisque plus on va, avoir des applications sobres, moins on aura besoin d'infra et moins d'impact, sur le social et l'environnemental. Voilà, donc ça, c'est vraiment les 3 grands axes. Est-ce que la politique d'achat, enfin, est-ce que l'achat, c'est le levier le plus important, enfin, en tout cas, celui qui peut avoir le plus d'impact, justement? Ouais, oui, Est-ce que bah, vous parlez ça des peut avoir un. fournisseurs, vous parlez des matériels et Oui, voilà. infrastructures? Bah, déjà, au moment de l'achat, s'assurer que le matériel, est, réparable, que le matériel, est durable, peut être réparable. Enfin, voilà, toute cette partie-là, c'est très important et puis surtout, ça sensibilise aussi nos fournisseurs, eux-mêmes. Ça les oblige, en fait, à aller dans cette politique de sobriété et de qualité d'éco-conception. Voilà. Donc ça, c'est pour nous, D'accord. c'était très important de mettre ça en avant et que ça rentre dans le choix de nos grilles. C'était une victoire aussi. Voilà. D'accord, très bien, merci. Euh, Frédéric, je suppose que là, ce que nous relate Fabienne fait écho au projet que vous accompagnez, notamment à l'outil que vous mettez en place. Est-ce que déjà, dans le premier temps, vous pouvez nous présenter votre société, Digital Formator? On n'a pas présenté BPI France parce qu'on a supposé que tout le monde connaissait BPI France, bien sûr. Mais Digital Formator n'a peut-être pas la même renommée. Peut-être pouvez-vous nous en dire deux mots et parler de Fruyer que vous promouvez dans ce cadre. J'aimerais bien qu'on ait la même renommée, en effet, mais on n'a pas les mêmes moyens que BPI France. Nous, on est né en fait d'une raison d'être qui est le numérique responsable. C'est même gravé dans nos statuts, hein. Et donc, nous, on croit fort dans un numérique qui soit plus inclusif et plus respectueux de nos ressources naturelles. Et pour accompagner les entreprises dans cette démarche-là, on s'est rapidement penché sur comment on pouvait construire une solution qui permettait de mesurer. Parce que pour nous, on ne peut pas améliorer ce qu'on ne mesure pas. Et donc, je rejoins complètement les propos que tenait Fabienne tout à l'heure sur cet élément-là. Et en fait, bon, on s'est posé la question, qu'est-ce qu'on doit mesurer, comment le mesurer, etc. Donc au départ, on a commencé à faire des mesures manuelles pour comprendre un peu comment on faisait du bilan de SIT, comment on faisait des ACV, des services numériques. Et on a donc travaillé énormément d'automatisation. Notre objectif était de se dire, le numérique laisse des traces partout, on doit pouvoir automatiser et pouvoir faire des mesures automatiques. Et si on est capable de faire des mesures automatiques, on va être capable de se mettre en mode amélioration continue. Parce que moi, je crois énormément dans l'amélioration continue, c'est-à-dire que l'impact, c'est pas quelque chose de ponctuel, c'est pas je fais une mesure à l'instant T une fois par an, puis ça y est, je suis bon, tout va bien. Il faut être capable de mesurer régulièrement afin d'améliorer. Et donc, on a notamment automatisé toute la phase de collecte des flux, donc toutes les données qui vont nous permettre de calculer les indicateurs. Donc, toute cette phase de collecte qui peut être extrêmement lourde et également source d'erreurs, on l'a automatisé. Et puis, on a travaillé sur plusieurs axes. Alors, ce que propose notamment la plateforme Frugger, c'est plusieurs choses. D'abord, une analyse statique. Moi, je l'appelle statique. C'est un bilan environnemental multicritère. Donc, on va un peu plus loin qu'un bilan carbone IT, hein, mais on inventorie l'ensemble des équipements, donc l'ensemble des terminaux, serveurs, des écrans, etc. Et sur la base de cet inventaire d'équipements, on va rapprocher ça de facteur d'impact et on va pouvoir faire un bilan environnemental le plus précis possible. Voilà. Ça, c'est ce qu'on appelle une analyse statique qui va permettre de contribuer finalement à son bilan carbone global de l'entreprise. Et on va un peu plus loin, nous, on fait également une analyse dynamique, c'est-à-dire qu'on va aller faire de l'ACV de services numériques. Donc, on est capable de prendre une ACV, composante vous pouvez numérique. peut-être Ah, préciser pour excuse-moi, pardon. les auditeurs. Une analyse de cycle de vie. Alors, l'analyse de cycle de vie, c'est quoi? C'est que c'est une analyse environnementale qui est plus précise, qui va déjà être multicritère. On ne regarde pas qu'un indicateur carbone, on regarde de l'eau, les ressources abiotiques, etc.
On ne regarde pas que la phase d'usage, on prend en charge la phase de fabrication jusqu'au recyclage. Et puis, on ne regarde pas que le scope 1, scope 2, donc qui sont les émissions directes, on regarde aussi toutes les émissions indirectes. Donc, vraiment, c'est d'avoir la vision la plus précise pour pouvoir améliorer. Et donc, on va faire des ACV de services numériques, que ce soit sur une plateforme entière ou sur une unité fonctionnelle. Par exemple, je déclare une nouvelle demande de dossier sur une plateforme BPI, par exemple. Ben voilà, ça, c'est une unité fonctionnelle. Et ben, ça va passer par plusieurs composants informatiques. Et ben, je vais dérouler ça. Je vais être capable de faire une ACV sur ce service numérique. Et ensuite, en fait, on met à disposition tous ces indicateurs sur une plateforme. Donc, on a toute cette phase de collecte, on récupère toutes les données sur la couche terminale, réseau et serveur. Et avec les algorithmes et les référentiels de facteurs d'impact, on va mettre à disposition plein d'indicateurs. Et on calcule également des scores sur 100. Pourquoi on calcule des scores? Parce qu'au départ, on s'est rendu compte que quand on fournissait des indicateurs à nos clients, on leur disait bah, ça, c'est 1,2 tonnes d'équivalent CO2. So what? Est-ce que je suis bon ou pas bon, quoi. Et donc, on a, avec toute la donnée qu'on a accumulée, on s'est mis à calculer des scores qui permettent de se positionner par rapport en fait à d'autres. Et donc, savoir un peu où on est et si on a une bonne empreinte. Sachant que nous, on calcule à la fois une empreinte environnementale, mais également une empreinte sociale. Donc, on va travailler aussi sur une notion de tout ce qui est éthique numérique, inclusivité et accessibilité numérique. Alors, vous parlez effectivement là, du numérique inclusif. Comment est-ce qu'on mesure cette dimension d'inclusion? Parce que autant par rapport à un bilan carbone, on peut imaginer effectivement quels indicateurs on peut avoir, mais par rapport au caractère d'inclusion, c'est peut-être moins évident à démontrer, à Ouais. détecter, à mesurer. C'est moins évident et pourtant c'est très important. Faut savoir qu'aujourd'hui, il y a à peu près un tiers de public fragile face au numérique. Ça paraît énorme, mais c'est la réalité. C'est-à-dire que vous avez aujourd'hui 1,5 million de déficients visuels. Vous avez 4% de personnes qui sont daltoniens. C'est tout bête, mais un daltonien ne distingue pas les couleurs. Il y a énormément de process encore informatiques qui vous disent saisissez les champs en rouge sur un écran. Vous avez également des gens qui sont en dyslexie. Il y a beaucoup de formes de dyslexie en fait, qui posent des problèmes face au numérique. Donc c'est 4% de la population. Vous avez les gens en électronisme. Le gouvernement d'ailleurs fait beaucoup de travail sur le sujet pour identifier tout cela. Il y a 17% de la population qui est considérée en électronisme. Comme ça, vous avez plein de publics fragiles ainsi. Quand vous sommez tout, ce ne sont pas des sous-ensembles disjoints, vous avez quasiment un tiers de publics fragiles en fait. Et en fait, nous, justement, ce qu'on va chercher à comprendre, c'est de comprendre toutes ces fragilités, comment je peux le mesurer. Si je prends l'exemple le plus simple, c'est par exemple par rapport à l'accessibilité numérique, donc tout ce qui est déficience visuelle, daltonisme, etc. Il y a un référentiel qui existe, qui s'appelle le référentiel RG2A, sur lequel vous êtes normalement censé respecter ces exigences pour faire en sorte que vos services numériques soient accessibles par rapport à des personnes qui ont des fragilités. On va vérifier tous ces critères-là. Faut savoir qu'aujourd'hui en France, à 90% des plateformes numériques ne respectent absolument pas ce référentiel, alors que c'est une loi qui existe depuis 10 ans. Mais ça, c'est un peu le principe français, on fait des lois, mais on ne les respecte pas forcément. Alors, là où on peut être content, c'est que ça va changer parce qu'il y a une loi européenne qui a été votée en mars dernier. La loi européenne qui va se mettre en application va être un peu plus sévère et elle indique très clairement que ça va être 20 000 € d'amende par application et par an qui ne respectent pas. Donc là, ça va faire un peu bouger les lignes. D'accord, merci. Fabienne, on regarde aujourd'hui, rétrospectivement, par rapport à la trajectoire dans laquelle vous êtes aujourd'hui et par rapport aux différents enjeux qu'on voit qui vont jusqu'à, au-delà des questions environnementales, jusqu'aux questions sociales et d'inclusion. Là, aujourd'hui, vous, par rapport à ce que vous avez mis en place en termes de votre politique de numérique responsable et de souveraineté numérique, qu'est-ce qui est apparu comme étant les grands enjeux, comme étant les écueils les plus importants qu'il a fallu surmonter, les difficultés que peut-être vous avez rencontrées, auxquelles vous vous attendiez peut-être pas, mais aussi les leviers qui sont apparus et peut-être des dynamiques sur lesquelles là aussi peut-être on ne s'attendait pas, mais qui ont révélé un vrai écho de la part des différents acteurs. Enfin, quel regard rétrospectif vous portez là où vous en êtes aujourd'hui dans votre trajectoire? D'accord. En fait, au départ, on avait besoin d'indicateurs à suivre régulièrement. Donc, tous les mois, parce qu'effectivement, attendre 1 an pour savoir si on est bien ou pas bien, c'est un peu gênant. Donc, comme au départ, on n'avait pas grand-chose, on est parti sur la consommation électrique. Bon, c'était le seul moyen. Bon, on sait que l'électricité est, on va dire, verte en France, donc pas d'impact CO2, mais pour faire simple. Mais c'était en fait un indicateur pour se dire que plus on consomme, plus ça veut dire qu'on a de machines. Donc on est parti là-dessus, mais rapidement en fait, on s'est rendu compte que ça ne suffisait pas.
c'était pas mal au départ parce que ça nous a permis en fait de voir, la consommation électrique, où est-ce qu'on avait des machines qui consommaient pour rien, voilà. Mais après en fait, on s'est dit qu'il fallait qu'on aille, un cran plus loin et qu'on travaille vraiment sur toutes nos machines en fait. C'est comment réduire ce volume de machines, Les que ça soit consommations. ordinateur, serveur et cetera. D'accord. Donc on a beaucoup et ça, c'est vraiment notre priorité maintenant, qui n'est pas d'une évidence folle, mais bon, on va dire qu'on y croit. Et puis on avait aussi pris un deuxième indicateur qui était sur les mails. Alors ça aussi, grande discussion sur les mails, est-ce que c'est important ou pas? Mais en fait, c'est tout ce stockage qu'on a à l'infini et qui grandit, grandit, grandit. Donc là, en fait, on est passé par ce biais, en fait, pour sensibiliser les gens. Parce qu'en fait, en face, enfin, j'en ai pas parlé, mais en parallèle de tout ce qu'on a pu faire, on a fait de la sensibilisation auprès des gens, et donc il faut que ça soit palpable pour eux. Donc voilà, on a travaillé sur tout ce qui est serveur bureautique, sur les volumes de mails. Bon là, c'est vrai que c'est pas évident parce que ça demande du temps, et ça, trouver du temps dans le travail de tous les jours, c'était un peu compliqué. Donc là, c'était embêtant. Et aussi une phase aussi, c'est que souvent nos équipes nous demandaient: «Oui, mais l'impact de mon application, c'est quoi?» Donc là, en fait, on a Ouais. mis tout en place un scoring, ce qu'on appelle scoring de nos applications, faites tel qu'on a pu le mettre en place, en se basant sur la qualité du code. Donc on a mis en Ouais. place, en se basant sur les bonnes pratiques d'éco-conception, et puis aussi tout autour de la partie, bon sizing de notre environnement. Mhm. Parce qu'on revient toujours à la problème de la machine, à la problème du volume rationalisé. Voilà, et de là, en fait, on a sorti un scoring que nous, on appelle tendance NR, tendance numérique responsable. Et surtout, ce qui est important, c'est que, bon, sortir un impact CO2 ou sortir, comme disait Frédéric, un score, oui, mais qu'est-ce que j'en fais? Donc l'idée, c'est derrière, on a vraiment un plan d'action qui en découle, en disant: «Voilà, là, votre code, il va pas du tout. Là, vos machines, telle et telle machine, non, ça va pas parce que, vous l'utilisez à même pas 5. Voilà, donc les équipes ont vraiment besoin de choses concrètes derrière pour avancer, et ça, on l'avait pas vu au départ, ça nous semblait évident, mais le premier écueil, c'était ça, c'est quand on a sorti des impacts CO2 et des scorings sans derrière un des choses concrètes pour dire: «Bah, c'est là où il faut creuser». Là, depuis qu'on a mis ça en place, ça va mieux, les gens se prennent au jeu, on va dire. Voilà. D'accord. C'est vraiment des Alors, choses concrètes derrière. sur les questions de réduction d'impact, sur le plan écologique, il y a différents leviers. Le levier de l'efficacité, qui vise Mmh. effectivement à optimiser l'emploi des ressources qu'on peut avoir Mmh. et l'éco-conception, par exemple, ce genre de choses. Et il y a les logiques qui sont plus de type sobriété, mais qui impactent plus la consommation et qui peuvent amener à réduire la quantité de services ou la qualité des services, à dégrader peut-être des qualités de services en termes de flux vidéo, par exemple, ou d'accès en 24/7 ou pas d'un certain nombre de services qui peut-être c'est pas justifié que ce soit du 24/7. Est-ce que ça vous a amené aussi, au-delà de l'optimisation à travers le choix d'infrastructures et de matériel qui soient moins énergivores, à travers une éco-conception qui va faire que les applications vont moins consommer également, est-ce que vous avez été amené aussi à réduire, dans un certain nombre de cas, la qualité du service ou la durée de service, les plages horaires, enfin bref, pour que les usages eux-mêmes soient dans cette logique de sobriété et avec un certain nombre de renoncements, le cas échéant, pour les utilisateurs? On n'est pas passé en mode de renoncement encore, voilà. D'accord. On est passé plus alors, on est plus passé en renoncement au point de vue, tout ce qui est hors production. Donc là, oui, Oui. on est passé au renoncement en éteignant les machines le soir, le week-end. Ça, oui, on appelle ça renoncement, mais bon, chose qu'on ne faisait pas avant, mais voilà, ça c'est un Ça, renoncement, mais ça, c'est pas, ça ne ça fait pénalise pas mal, ça pas. fait pas mal, voilà. Ça fait pas Mais mal, sinon, ouais. on n'est pas passé au mode, renoncement. On a tenté un mode renoncement, on a essayé de voir pour les écrans parce qu'on a Ouais. un double écran. Donc là, les écrans, bon bref, Mhm. ça impacte. Bon là, on y va doucement parce qu'on sent que ce renoncement-là n'est pas facile pour tout le monde. Ouais. Voilà, mais on n'y est pas encore, parce que là, en fait, on s'est plutôt focalisé sur les points les plus, on va dire, faciles, qui n'a moins d'impact sur les gens personnellement, Ouais, c'est voilà. ça, qui Mais impacte au voilà, moins les usages, voilà. quoi. Ok. Voilà, D'accord. et puis, bah, voilà, donc non, pour l'instant, on n'est pas passé à cette,
à cette phase-là, mais il faudra peut-être le faire à un moment Ça donné fait partie quand on pourra peut-être plus. Oui, en fait, c'est un tout. de la Voilà. palette En fait, c'est ça. Oui, des voilà. apports. Parce qu'il faut bien se rendre compte que c'est un tout. L'impact environnemental, c'est un tout. C'est-à-dire que ça touche tout. Enfin, on est tous liés les uns aux autres. Donc, c'est ensemble qu'on va diminuer en fait notre impact. Voilà. Donc, et pour rebondir sur l'accessibilité aussi par rapport Ouais. à Frédéric. Donc ça, c'est un sujet qu'on commence à lancer, bon, qu'on commence, mais voilà, c'est un sujet pas facile parce que savoir automatiquement qu'une application n'est pas accessible ou pas, voilà. Mais c'est un sujet aussi très important pour que tout le monde puisse effectivement accéder à notre offre. Enfin, D'accord, merci. voilà. Philippe, par rapport à ces différents leviers qu'on a pu voir, dans les travaux que vous faites avec les DSI, quel est l'ordre le plus pertinent pour s'embarquer dans ce genre de sujet, pour mettre en place des politiques de sobriété numérique? Enfin, comment avancer? Quels sont les grands conseils que vous donnez à une DSI pour s'engager dans une démarche comme celle-ci? Donc pour rebondir sur l'exemple donné par ce qui a été fait chez BPI France et qui a bien illustré Fabienne, enfin, il y a plusieurs sujets, plusieurs étapes. Déjà, moi je considère que dans cette démarche-là, on est dans une approche qui est comparable à un changement fort d'usage et de fourniture des services. Et on est un peu dans une logique de type réduction de coûts. Alors, je suis volontairement illustratif sur le sujet, mais pourquoi? Parce qu'il y a un véritable sujet d'usage ou de gestion de la demande, en fait. De quoi a-t-on besoin, d'abord? Et ensuite, il y a un sujet de fourniture de ce dont on a besoin. Et il y a un côté qui dépend des utilisateurs et l'autre qui dépend de l'entité qui fournit les produits et services informatiques. En général, la plupart du temps, c'est la DSI, aux utilisateurs qui vont consommer les produits et services informatiques. Et il faut agir sur chacun de ces deux leviers. Donc, on a vu avec Fabienne dit que vous avez d'abord agi plutôt si je comprends bien, sur la partie fourniture de produits et services, donc avec la composante achat, la consommation d'électricité, puis les autres items indiqués. Et donc, l'accès sur les usages, typiquement, a-t-on besoin de 24/24 et 7 jours sur 7 pour les services de type administratif ou fonctions de support versus des fonctions de production ou beaucoup plus au contact opérationnel? Ce type de question-là peut se poser, doit se poser. Et c'est ce type de question-là aussi qu'on se pose lorsqu'on est dans une logique de réduction de coûts. Bon, évidemment, c'est plus large qu'une logique de réduction de coûts, puisque en parallèle des aspects de rendre le service utile, il y a aussi tout un pan d'accompagnement du changement, de communication, d'information, d'embarquement de l'ensemble des équipes métiers et DSI dans ce voyage-là. Donc, bien illustré par les prochaines étapes à venir chez BPI France en matière de renoncement. C'est ce qu'on appelait renoncement juste avant. Voilà. Typiquement, c'est ça. Donc, si on devait raisonner en étapes, je pense que l'exemple BPI France est un bon exemple. Donc, on commence par ce qu'on peut maîtriser tout de suite, donc qui est le périmètre stricto sensu DSI. Ensuite, on va travailler, et on avance là-dessus, sachant que on est dans des portefeuilles d'initiatives, je ne vais pas dire projet, mais de portefeuilles des séries d'initiatives qui ont un certain délai, donc qui sont des mini-projets chacune, qu'il faut mener en tant que tel et faire aboutir. Et puis ensuite, ou en parallèle, donc commencer aussi par l'information, la communication, la sensibilisation et des messages du type en avons-nous vraiment besoin, que faire pour, commencer à planter les graines et à activer les quick wins possibles. Alors, selon les organisations, il y en a plus ou moins sur certains thèmes, mais planter les graines et commencer à actionner auprès des clients internes, donc des consommateurs des produits et services informatiques, pour avoir le bon niveau de demande pour ensuite être très efficace et très efficient sur la fourniture des produits et services.
Par rapport à cette question de conduite du changement, d'accompagnement d'un nouveau geste, d'une nouvelle pratique, et peut-être d'un nouveau cadre des services auxquels on va accéder, ou peut-être certains auxquels on va moins accéder dans cette logique de sobriété, Frédéric, est-ce que les éléments de mesure, et enfin ce que met à jour votre approche, permet justement d'avoir des éléments, des leviers pour pouvoir accompagner ce changement, éclairer la situation aujourd'hui et la situation dans laquelle il faut aller, et éclairer aussi les consciences et faire bouger les comportements en ce sens. Oui, et puis je pense que même c'est essentiel d'avoir des indicateurs dans la phase d'accompagnement du changement et de fournir des éléments. Nous, on a même une famille d'indicateurs qui s'appelle sobriété, en fait, donc on a voulu mettre l'accent là-dessus. Parce que je pense que c'est extrêmement important de sensibiliser à la fois les donneurs d'ordre, mais également les utilisateurs des services numériques. Ils ont beaucoup à faire de ce côté-là. Et en plus, ça les rend assez fiers quand on leur explique que le numérique a une empreinte. Donc, comme disait Philippe, c'est de sensibiliser très en amont et de leur montrer cette empreinte en mesurant. Et puis derrière, bah, de leur donner aussi des éléments pour améliorer leur façon de faire. Donc, à la fois dans leurs usages, que ce soit des usages basiques bureautiques, même si le mail ne pèse pas grand-chose en fait dans le poids global du numérique. En fait, c'est de l'accompagnement au changement. C'est juste de prendre conscience que chaque action potentiellement a une externalité négative et que je peux faire différemment. Et il y a plein de façons de faire différemment. Mais c'est également dans la conception des plateformes numériques en fait. C'est que très en amont en fait, faut introduire ces notions-là et se poser la question. Alors, il y a des choses très simples, type par exemple la règle des 3 U, hein, qui est se poser la question pour chaque fonctionnalité, est-ce qu'elle est réellement utile? Est-ce qu'elle est utilisable dans la manière dont je l'ai conçue? Est-ce qu'elle va être réellement utilisée? Et en fait, c'est pareil sur chacune des fonctionnalités que je vais demander, c'est quoi son impact environnemental, c'est quoi son impact social et comment je maximise l'impact positif et minimise l'impact négatif. Et si j'introduis ces notions-là, en fait, dans la priorisation de mes fonctionnalités et pas prendre juste l'apport métier et le coût de développement, et ben, on se rend compte que les gens très en amont sont assez fiers de ça et ça rentre dans une dynamique globale de sobriété qui est relativement intéressante. Et généralement, ça s'observe dans les chiffres, hein, c'est-à-dire que vous vous rendez compte que dans l'évolution des plateformes numériques, on va voir l'évolution de cette empreinte. Alors nous, on va regarder une sobriété fonctionnelle en regardant cette règle des 3 U, on regarde une sobriété technique en analysant le code source, on regarde aussi une sobriété design, sachant que sobriété n'égale pas austérité, hein. On peut parfaitement faire un design qui donne envie, qui crée la bonne émotion, c'est ça aussi le design, et faire quelque chose qui est parfaitement éco-conçu. C'est absolument pas un problème de ça. Donc voilà, donc c'est vraiment tous ces éléments-là qu'on va regarder, qu'on va mettre à disposition et on va fournir un moteur de recommandation qui va dire bah tiens, là sur tel composant, sur telle image, elle n'est pas compressée, tel composant il est mal utilisé, etc. Et donc permettre de passer réellement à l'action. Et d'ailleurs, dans cette phase de maturité on part de sensibilisation, je les mets acteurs de leurs usages, bah, derrière la phase d'après, c'est je passe à l'amélioration de cet impact et il faut leur donner les leviers d'amélioration. Et c'est ce qui fait que généralement les clients passent on va dire, l'impact à l'échelle en fait et améliorent vraiment très nettement leur empreinte environnementale, notamment sur leur numérique. Vu du côté de la BPI, où là on a un exemple de politique mise en place par rapport à ça, comment est-ce que c'est porté par tout le corps social de la DSI, les managers de la DSI, et au-delà de la DSI, dans les utilisateurs, dans les autres directions, comment est-ce que cette question-là est perçue et portée par les managers, au-delà même de la DSI, ces enjeux de sobriété numérique? Ça ressemble beaucoup à ce que vient de dire Frédéric. En fait, c'est ce qu'on essaye d'appliquer aussi. C'est-à-dire que quand il y a un nouveau besoin qui arrive, donc il y a le métier qui sont là et et la DSI. Et donc en fait, dans nos process, à un moment donné, on réunit tout le monde pour s'assurer que respect sécurité, respect juridique, respect divers et variés et respect du numérique responsable. Et c'est à ce moment-là, en fait, quand ils exposent leur projet, qu'on leur parle d'éco-conception et qu'on leur parle de: «Attention, soyez sobres». Alors là, ils se disent: «Bah oui, mais ça veut dire quoi sobre?» Donc par ce biais-là, en fait, on arrive à leur passer des messages comme, par exemple, il y a eu un besoin d'une plateforme avec notification, de workflow pour validation et là, ils étaient prêts à envoyer à la fois du mail, du SMS, du Teams, du tout en même temps et là, on leur a dit: «Non, non, soyons sobres». Déjà, l'utilisateur, quand il va recevoir 4 alertes en même temps, il va plus savoir enfin, ça va le gêner dans son travail de tous les jours. Donc soyons sobres, prenons un des 4,
quitte à ce que la personne choisisse le moyen d'être notifié qui lui plaît le plus. Voilà. Donc là, ça leur a fait le tilt. On dit ah bah oui, c'est ça la sobriété. Donc voilà, on avance comme ça. De même que souvent, quand on met de nouvelles plateformes, c'est parce qu'on va en enlever d'autres. Par exemple, de nouveaux besoins, donc on enlève les anciennes. Et souvent, ils oublient la partie des commissionnements. C'est-à-dire que quand on fait un annulaire en place. Et ça, cette notion-là, ils ne l'avaient pas du tout. Voilà, donc c'est ce genre de choses en fait qu'on arrive à faire passer comme message. Et maintenant, en fait, c'est pareil. Donc, une fois que l'application commence à prendre tournure, on va dire, c'est pareil. On leur sort ce fameux tendance NR, scoring. Et là, ils se disent, ah ben, qu'est-ce que je peux améliorer? Et donc, ce qui est très important, ce qu'ils disait Frédéric, c'est que vraiment, il faut leur donner des pistes d'amélioration. Ça, c'est hyper important. Et est-ce que vous constatez des différences d'approche entre générationnelles? Et je pense notamment aux digital natives, enfin, tous ces jeunes gens qui sont nés avec un téléphone en main, qui ont développé tout un ensemble de pratiques numériques. Est-ce que la sobriété numérique est plus compliquée ou au contraire, c'est aussi le digital native, c'est aussi les sustainable natives, les gens qui sont très également sensibles aux questions écologiques. Enfin, comment ils sont souvent les deux, en fait. Voilà, ils sont souvent les deux. C'est ça qui est amusant, façon de parler, mais c'est souvent les deux. Paradoxal. Donc la planète est hyper importante pour eux, le climat, mais bon, on a toujours ce problème-là où ils vivent scotchés à leur téléphone, à leur smartphone. Donc c'est vrai que là, mais en général, ils sont quand même dans ce qu'ils génèrent, dans ce qu'ils produisent, ils vont vers la sobriété. Dans leurs usages à eux, c'est un peu plus compliqué. Mais ils tiennent compte vraiment de cette nouvelle génération, on va dire, est très Ils sont impliquée tiraillés là-dessus. entre ces deux Voilà, mais ils sont tiraillés entre les deux. Donc, mais j'ai bon espoir dans cette génération. Faut être optimiste. Donc, j'ai bon espoir dans cette génération qui est quand même tiraillée entre les deux, mais qui fait le maximum quand même. Qui est conscient de ces sujets. Ouais, ils sont conscients de ces sujets. Un point, Philippe, dont on a eu déjà l'occasion de discuter, qui nous semble aussi important dans le sujet, dans le contexte, c'est non seulement la politique de sobriété numérique qu'une DSI peut porter, mais aussi la contribution qu'une DSI peut avoir à l'écologisation des process d'une entreprise, puisque beaucoup de ces process, beaucoup de ces projets ont une dimension SI et vont passer du coup à un moment donné par la case DSI, qui peut avoir un rôle pour accompagner cela. Est-ce que c'est un sujet que vous pouvez nous éclairer, Philippe? Alors, oui, c'est assez naturellement, puisque les produits et services informatiques outillent les activités de l'entreprise, hein, donc c'est l'outillage, basiquement. Donc, c'est ce que je disais tout à l'heure. Donc, puisqu'on outille les processus de l'entreprise avec des systèmes automatisés et bien informatisés maintenant et digital maintenant à nouveau. Donc naturellement, donc on est dans le cadre de conception, réalisation, mise à disposition de produits, d'applications, typiquement un ERP ou qui va traiter de la commande à la livraison. Et donc là, là, on est dans le sujet où on va passer par à nouveau ce qu'ont dit Fabienne et Frédéric. Hein, donc la DSI va fournir l'outil automatisé et qui sera passé par l'ensemble des étapes. Donc depuis le cadrage initial, la décision de go no go. Et là, il est très important. Donc je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais dans les premières étapes, selon moi, qu'il faut avoir hein, pour lancer ce type de démarche, c'est mettre un indicateur de type TNR ou en tout cas empreinte environnementale dans les systèmes de décision, dans les tableaux de bord, dans le système de gouvernance. Et donc, le go-no-go, donc d'entrée au portefeuille de projet et puis ensuite de réalisation, de mise en prod, etc., doit tenir compte de ce nouvel indicateur. Et ça, c'est très important. Donc, et après, on passe par toutes les phases, donc je ne vais pas répéter puisqu'on paraphraserait, mais d'éco-conception et ensuite de phases standards de projet, de mise à disposition et d'optimisation une fois qu'on a mis en production dans un cadre d'exploitation et d'opération qui aura été, comme j'ai dit tout à l'heure, qui aura été optimisé notamment sur l'axe environnemental. Est-ce que ça demande...
pardon, le fait justement d'avoir une contribution qui peut être marquée sur le fait d'écologiser les process de l'entreprise, est-ce que ça demande des compétences nouvelles au sein de la DSI? Alors, donc, oui, donc écologiser les process de l'entreprise, hein, il y a deux sujets. Il y a un, c'est automatiser, ajouter une composante environnementale au métier standard de la DSI, pardon, pour standard, au métier normal de la DSI, qui est de mettre à disposition des produits et services informatiques, dont des applications. Et il y a aussi la contribution, donc ce premier sujet, on en a parlé, et il y a aussi la contribution de l'informatique à l'écologisation de chacune des différentes fonctions de l'entreprise, mais dans son fonctionnement propre, qui peut ne pas être outillé. Par exemple, typiquement, l'optimisation, je vais prendre un exemple caricatural, mais qui montre bien, l'optimisation des tournées de camions de livraison pour des entreprises logistiques. Alors, je pense qu'aujourd'hui, la plupart des entreprises logistiques ont des outils d'optimisation de tournée, mais si on parle d'IT for Green cette fois-ci, donc de la contribution de l'IT à l'écologisation, à la verdisation, pour le dire comme ça, de chacune des fonctions de l'entreprise, oui, donc il y a une nouvelle composante qui arrive aussi sur ce sujet-là, et comment la DSI peut devenir encore plus business partner que ce qu'elle peut être actuellement, en montant aussi sur ce sujet-là et en étant encore plus proactif aussi sur ce sujet-là. Voilà. D'accord. Est-ce que là, Fabienne, vous pouvez témoigner de choses, de projets de cet ordre au sein de BPI France, sur lesquels justement le process d'une direction particulière, en passant par le volet DSI par rapport à un projet particulier, justement, ça a pu permettre de le verdir, enfin, en tout cas d'intégrer, de faire prendre en compte ce type de préoccupation? C'est vrai que la question qu'on est en train de se poser en ce moment, c'est de se dire oui, effectivement, l'IT, on génère du CO2, mais à un moment donné, on va arriver au bout du bout. Mais grâce, en fait, à la génération de CO2 qu'on génère, on évite le CO2 par ailleurs. Voilà, on essaie de trouver en fait cette balance qui fait que oui, grâce à nos process, enfin voilà, ça nous permet quand même d'éviter du CO2 par ailleurs. Et donc, par exemple, si je prends un des process qu'on est en train de mettre en place au sein de BPI France, qui est l'indice de maturité climat. Donc, c'est un outillage qu'on a mis en place. Donc, forcément, ça fait du CO2 en plus, hein, puisqu'il faut de l'infra, il faut du développement. Voilà. Donc, mais bon, elle est éco-conçue. Mais ça, en fait, ça va permettre, en fait, quand on rencontre le client, de lui donner sa analyse de maturité, donc par rapport en fait à des critères, par rapport à son secteur d'activité, par rapport à tout un critère de questions qu'on lui pose sur son engagement dans la transition écologique. Donc ça nous permet en fait de lui donner cet indice de maturité et puis surtout ce plan d'action pour qu'il puisse réduire son impact. Et c'est là où en fait on passe dans oui, on génère maintenant plus de CO2, mais on va pouvoir éviter plus de CO2 auprès de cette entreprise parce qu'on va l'accompagner à cette réduction. Voilà. Donc c'est tout cet impact, enfin, c'est toute cette démarche qu'on essaye de mettre en place, c'est cette balance en fait. Oui, l'IT, on fait ce qu'on peut pour réduire l'impact, mais à un moment donné, notre activité augmente, hein, parce qu'on est là pour aider les entreprises à faire leur transition. Donc forcément, ça va augmenter, mais si grâce à ça, on est capable d'aider les entreprises à diminuer leur impact, on est content, malgré tout. Ouais. Malgré qu'on augmente le CO2, on est content parce qu'on atteint notre objectif de façon globale. Voilà. Donc, Mais là, typiquement, on est effectivement sur l'équation, enfin sur l'antagonisme, où il faut trouver, enfin tout à l'heure, je parlais de portée étroite, effectivement, prendre en compte à la fois la réduction de son impact, mais continuer à avoir une activité et aussi à jouer dans la compétition, c'est le vrai sujet, quoi. Et je pense, Frédéric, c'est notamment ce type de sujet que vous voulez éclairer avec votre approche.
très clairement, c'est hyper important de pouvoir donner les éléments pour se rendre compte que bah, il y a une balance positive à digitaliser un process ou pas. D'ailleurs, dans certains cas, on peut arriver à la conclusion que ça vaut pas le coup. On arrivait à la conclusion dans certains clients qu'il y a certains process métiers qui étaient utilisés par très peu d'usagers et que ça fait pas forcément de sens en fait. Mais c'est hyper important de justement de mettre toute la dynamique que tout le monde a à mettre en place ces mesures, à mettre en place cette monter en maturité numérique responsable et engager l'ensemble des parties prenantes, pas juste la DSI, mais également tous ces business owners. Moi, je suis persuadé d'une chose, c'est que on va vivre un peu le même schéma qu'on a vécu avec tout ce qui est cybersécurité il y a quelques années. Je pense que vous l'avez connu comme moi, il y a 5-10 ans, quand on poussait la cybersécurité au sujet dans les entreprises, elles n'étaient pas prêtes à l'acheter. Oui, c'est vrai que c'est intéressant, mais là, c'est pas une priorité, j'ai pas les moyens. Aujourd'hui, c'est mandatory partout, en fait. Personne ne se pose la question, en fait, dans n'importe quel cas des charges qui sort. Voilà. Demain, je suis intimement convaincu que ça sera la même chose sur les sujets d'empreinte environnementale et d'empreinte sociale. Et donc, on devra faire du sustainability by design. Et donc, c'est le moment d'y aller. C'est le moment d'y aller parce qu'il y a un contexte. Il y a un contexte, par exemple, plus global des CSRD, hein, comme vous le savez, donc l'obligation des grosses entreprises, même des ETI et au-delà, de publier des données extra-financières, hein, donc environnementales, sociales et gouvernance. L'IT et C'est toutes les composantes. une nouvelle directive européenne, effectivement, de communication Exactement. extra-financière. Donc les DSI vont être aussi en charge de ces sujets-là. Donc pourquoi pas se l'appliquer à eux-mêmes et appliquer finalement cette mesure ESG sur leur propre entité. Il y a une étude intéressante d'ailleurs qui est sortie récemment, qui est du Gartner, qui a sorti cette tendance 2024 et qui indique en fait que 25% des DSI vont voir leur rémunération qui va être liée à l'impact, à leur impact sur les technologies durables. Et donc, en fait, voilà, c'est-à-dire que tout le monde va y aller, ça a pu être un choix, même si ces DSI-là n'ont pas été formés, hein. Enfin, vous et moi, malheureusement, on a partie d'une génération où quand on a fait nos écoles d'ingénieurs, l'éco-conception, c'est un concept qui n'existait pas, hein. Moi, j'ai fallu que j'apprenne sur le tas, voilà. Donc, heureusement, il y a de nouvelles générations qui se forment, pas toutes même d'ailleurs, malheureusement, pas assez à mon goût, mais ça va quand même dans le bon sens. Et en fait, bah, toutes ces directions qui ont aujourd'hui leur part de responsabilité et ne doivent pas se dire bah, c'est une nouvelle génération qui vont opérer. Non, non, c'est maintenant, c'est tout de suite. Il y a une pression réglementaire qui est en train de se mettre. Il y a une pression quand même des clients. Et puis il y a un ROI aussi, j'ai envie de dire, à le faire. C'est pas juste vertueux d'améliorer son empreinte environnementale, d'améliorer son empreinte sociale, parce que généralement, c'est assez basique, mais si vous améliorez l'empreinte environnementale en faisant des co-conceptions, etc., bah, vous allez utiliser moins de ressources informatiques, vous allez diminuer vos frais cloud, vous allez allonger la durée de vie de vos PC, de tous vos terminaux, donc vous diminuez votre budget. Il y a un vrai retour. C'est même pareil, généralement, nous, ce qu'on observe, c'est que sur des parcours digitaux, lorsque vous, en fait, vous pensez votre parcours digital avec une meilleure empreinte environnementale, une meilleure empreinte sociale, vous diminuez le nombre de points de rupture et donc vous améliorez, en fait, votre performance économique. Donc, il y a un vrai lien, et ça, j'en suis intimement convaincu, entre une performance sociale et environnementale et une performance économique. Et je pense que toutes les entreprises qui auront compris ça et qui iront à fond sur ce sujet-là prendront clairement un temps d'avance sur leur performance IT. Merci. Une dernière question avant qu'on passe aux questions-réponses. Fabienne, là, on a parlé effectivement du travail que vous faites sur la sobriété numérique dans la DSI de BPI France, à l'échelle de BPI France, mais par ailleurs, BPI France est un acteur central en France pour accompagner la décarbonation de l'économie à travers tout le travail qui est fait auprès des ETI, des startups, des entreprises, etc. Comment cette question de la sobriété numérique est portée dans le cadre de cette politique de décarbonation par BPI France auprès de ses clients? En fait, on a toute une direction d'accompagnement qui est là, spécialisée selon le secteur d'activité et donc il y a une branche ou un service, qui est, plus amène en fait d'accompagner les ESN ou toute entreprise, de développement, ce qu'on appelle ESN. Donc, pour les aider en fait à se transformer, à être plus sobre. Donc on a tout cet accompagnement-là et puis on fait pas mal d'événements autour de, de la transition. Donc, on a le jour, on a le jour E, donc le jour E, c'est le jour de l'environnement et on a des stands ou des ateliers qui tournent autour du numérique, responsable et donc les entreprises, les startups peuvent venir et donc, avoir, de l'information et après on les accompagne. Voilà, on les accompagne. Alors après on peut les accompagner pour un investissement ou on peut les accompagner simplement pour les aider à faire un plan d'action. Voilà. Donc on a aussi le BIG où là, c'est toute une journée, donc les entreprises et les startups peuvent venir et c'est pareil, on a des stands, on a des ateliers pour pouvoir les aider et on a des offres, hein, sinon, d'accompagnement. Donc après, on peut nous contacter pour travailler sur ce sujet-là.
D'accord. En tout cas, cette question de la sobriété numérique du Green IT est Oui. un vrai levier de Tout à fait. décarbonation porté Tout à fait, ouais. institutionnellement. Très bien, merci. Je vous propose de passer aux questions qu'on a pu recevoir. Une question d'Hervé qui nous dit: bonjour, peut-on fournir dans les sociétés de services des exemples d'IT for Green? Dans les sociétés de Qui se services. lance? Qui veut... Peut-on fournir dans les sociétés de services des exemples d'IT for Green? For Green, bonne question. Je ne sais pas. Est-ce que Non, vous n'avez pas Vous en d'exemple? avez plein, non. hein, des exemples. Vous pouvez aller sur Oui, vous oui. pouvez aller sur la Smart City, par exemple, avec des éclairages publics qui s'allument quand il n'y a personne qui passe, etc. Enfin voilà, vous pouvez voilà, vous pouvez aussi aller sur différentes solutions qui vous permettent de mieux appréhender en fait sur l'aspect environnemental, surtout vos process, et mesurer un peu vos flux et permettre de vous mettre en amélioration continue sur votre propre empreinte. Des solutions aussi que vous déployez auprès de votre écosystème, donc l'ensemble de votre scope 3 finalement, hein, toutes vos parties prenantes. Généralement, une entreprise, elle a plein de sous-traitants qui permettent d'opérer ses services et de mettre dans cette dynamique. Il y a plein de solutions informatiques qui permettent de répondre, et heureusement, hein, parce que c'est vrai qu'on là, on parle du côté noir, c'est la face sombre du numérique, si je puis dire. Mais heureusement, il y a la force positive aussi, hein, du numérique, et Oui. donc il y a plein de choses qu'on peut faire. Ouais. D'accord. Et dans les sociétés de services, je ne sais pas, j'imagine par exemple du côté des banques, est-ce qu'on a ou de l'assurance, est-ce qu'il y a des exemples pratiques qu'on aurait? Bon, je vais reprendre mon indice de maturité climat. En fait, c'est Ouais. l'IT for Green. C'est comment aider les entreprises à s'améliorer. Donc, on a cette modélisation qui permet en fait de faire un point un point de situation et après faire en sorte de s'améliorer. Donc, de pouvoir donner des pistes pour aller vers du plus green. D'accord. Une autre question. Les entreprises ayant plus de 10 ou 20 ans ont fréquemment un patrimoine applicatif très important autour duquel s'est organisée leur activité. Et souvent, ce patrimoine applicatif ne répond pas aux exigences de l'éco-conception et sa centralité le rend quasiment intouchable. Est-ce que pour de telles entreprises, une vraie sobriété numérique est envisageable? Là, c'est la question du patrimoine applicatif. Alors, nous, on est, nous, on est dedans. Nous, ouais. BPI France est une succession d'entreprises qui a plus de 30 ans, 40 ans, enfin je ne sais plus il y a combien d'années. Donc nous avons des applications encore qui tournent, donc on admire quand même la solidité, qui ont plus de 30 ans. Quelque part. Voilà, Ouais. le bon vieux COBOL Ouais, sur un bon vieux site central. Voilà, donc on peut dire que ça fait quand même ça a duré, ça a duré 30-40 ans et ça a été fait très très sobrement parce que bon, à l'époque, on n'avait pas le cloud et on était obligé de tenir dans un volume restreint avec, des flux très limités. Donc on était en fait déjà à l'époque hyper dans l'éco-conception. Voilà, je ferme la parenthèse, mais D'accord. oui, oui, parce qu'on n'avait pas la possibilité de Moins de ressources. ressources, donc on n'était pas à l'octet près, mais pas loin. Voilà, donc ça c'est je ferme la D'accord. parenthèse. Donc Donc, donc c'est vrai que, ces applications-là, est-ce que par définition, moi, je trouve qu'elles ont été éco-conçues, mais c'est vrai que, on a refait plusieurs fois la même chose. Donc en fait, on n'a pas réutilisé, on a essayé de moduler, enfin voilà, les modules, la réutilisation, on a essayé de le faire, à l'époque, donc ça n'a pas toujours, bien réussi. Maintenant, les réécrire, non, il faudrait passer à autre chose, mettre ça à la poubelle et recommencer, mais ça a un coût et ça a un coût et est-ce que le jeu vaut la chandelle? Je ne sais pas. Mais par contre, on peut travailler alors, sur l'infrastructure. Enfin, je reviens toujours à cette problématique-là, qui est de faire en sorte que nos vieilles bonnes machines soient bien taillées, soient bien sizées. Donc ça, on peut travailler sur cette, partie-là. Mais bon, c'est vrai que quand même les vieilles machines, les bons vieux ZOS, sont peu bien performants quand même Ouais, par rapport à ce qu'on peut exister. Voilà. c'est aussi le sujet de la dette technologique, enfin, Oui, c'est la dette un point de la dette technologique. technologique. Mmh. Et par ailleurs, enfin, comme dans toute situation réelle, en fait, les 0 et les 100%, enfin, donc il y a forcément, il y a des limites pratiques en fait Ouais. qui s'imposent et il faut aller le plus loin possible sur certains sujets et puis il y en a certains autres pour lesquels c'est moins facile Mmh. d'aller très loin.
en attendant d'autres choses, d'autres solutions. Une autre question, le développement de l'Internet des objets va renforcer la génération automatique de données dans des proportions gigantesques avec le besoin de serveurs et d'infrastructures en conséquence. Donc, les actions de sobriété numérique ne risquent-elles pas de s'apparenter aux tonneaux des Danaïdes qui se remplissent toujours plus à mesure qu'on le vide? Que répondre? L'Internet des objets, effectivement, on peut supposer qu'il va y avoir plus de données. C'est vrai, mais justement, raison de plus pour s'emparer du sujet, parce qu'en fait, c'est bien le problème, c'est que de plus en plus de données, de plus en plus de devices, de terminaux, de process digitalisés. L'Internet des objets, en effet, déjà, l'objet en tant que tel a une empreinte. En plus, on crée de l'obsolescence. Enfin, récemment, vous avez dû voir, on décide d'arrêter prochainement la 2G et la 3G. Il faut savoir qu'il y a énormément d'objets connectés qui fonctionnent sur ces réseaux-là. Donc, ça va les rendre obsolètes, ce qui va créer une empreinte, etc. Donc, si on ne le fait pas, vu le schéma dans lequel on part, enfin, pour rappel, hein, quand même, faut savoir que le numérique, selon une étude Adam Arcep, va tripler son empreinte, d'ici 2050, quoi. C'est le secteur qui est l'ordi le plus son empreinte, donc c'était catastrophique. Ça devrait peser 20% de la consommation électrique mondiale en 2030 et beaucoup plus tard. Donc, il y a vraiment plus qu'une nécessité parce que, alors déjà, d'une part, il n'y aura même plus de terres rares pour produire tous les terminaux dont on a besoin parce que certains types de minéraux on n'en aura plus d'ici 10 ans, donc au rythme que l'on va. Mais d'autre part, aujourd'hui, le numérique, il prend une telle importance que oui, enfin, on n'a pas le choix. Là aujourd'hui, je pense qu'on n'a vraiment pas le choix. Et donc, c'est une remarque très pertinente. Tout ce qui est IoT, hein, l'Internet des objets, c'est un des sujets. Et on peut rajouter des sujets comme l'intelligence artificielle, extrêmement consommatrice, tant dans sa phase de conception avec l'entraînement des modèles que dans sa phase d'usage, mais également des choses comme le métaverse. La blockchain, exactement. La blockchain aussi. Au contraire, ça peut être une bonne force de rappel. Une autre question, là on parlait de digital native tout à l'heure, donc il y a quelqu'un qui rebondit. Comment convaincre les digital natives d'adopter des comportements de sobriété quand 45% des Français consultent leur téléphone le matin avant même de sortir du lit et que ce chiffre monte à 77% pour les 18-24 ans? Alors, c'est quoi les bons arguments par rapport aux digital natives? On en parlait un petit peu tout à l'heure. On disait qu'ils étaient tiraillés. C'est vrai que dans mes équipes, quand on a fait la fresque du climat, on n'a pas fait la fresque du numérique, mais du climat, en fait, on a cette partie impact quand même. On a mis cet impact des smartphones et des ordinateurs. On l'a quand même fait. Et c'est vrai que quand on montre les conditions dans lesquelles se passe l'extraction, quand on montre tout ce côté-là, donc le côté humain, aux équipes, commencent à réfléchir en se disant ah ouais, mais il y a tout ça quand même derrière. Donc là, ça les marque plus en fait. Voilà. Mais est-ce que ça va les freiner? Ça, je ne sais pas, mais voilà. Faut bien commencer par quelque chose, essayer de les marquer, mais c'est pas simple. Les entreprises ont beaucoup déployé la fresque du climat. Il y a la fresque du numérique qui existe également. Je ne sais pas si c'est des choses aussi que vous avez pu utiliser au sein de PD Group, mais qui permet de pointer dans une logique justement de sensibilisation et de changement des comportements. Oui, ça c'est très bien. C'est quelque chose que nous faisons nous aussi en interne, en InterJS Stairwen notamment, et qui est assez éclairant en fait et qui contribue à la sensibilisation et à la prise de conscience des équipes internes, y compris des digital natives et les populations de cet âge. Et oui, ce que je vais te préciser aussi dans les actions qu'on est en train de faire, mais c'est assez compliqué, c'est qu'on met en place le BYOD, en fait, chez nous. C'est-à-dire que maintenant, on demande en fait aux prestataires de venir avec leur propre PC, donc on ne fournit plus les PC. Donc en fait, c'est de limiter, ça permet de limiter globalement cet impact-là d'ordinateur, et on va s'attaquer aussi au téléphone en interne là. Voilà, donc aussi on a cette phase-là de réduction, mais c'est compliqué parce qu'il y a tout un problème de sécurité derrière. Mais là, on commence à voir le bout et on va commencer à déployer ça là dans les jours qui arrivent auprès de nos prestataires. Très bien, merci. Donc, on voit qu'effectivement, il y a différents leviers, c'est une vraie question qui est appelée à être de plus en plus sensible. Et là, le rapport
Gartner, quand vous parliez tout à l'heure, effectivement, montre ce point. Donc, les DSI sont de plus en plus sensibilisés à ces questions. Les collaborateurs aussi, bien sûr, qui sont des citoyens, qui sont des parents, sont sensibles à ces questions. Et donc, là, on a pu voir comment les DSI peuvent agir, leur politique d'achat, le choix d'un certain nombre de fournisseurs, de prestataires, la question de la conduite du changement, qui est aussi très importante, et aussi tout ce qui permet de pouvoir mesurer, de pouvoir identifier, de pouvoir voir comment améliorer ces pratiques. Donc, on est là sur un chantier qui est encore ouvert, qui demande encore beaucoup de travail, mais qui fait partie très certainement des chantiers d'avenir qu'il va falloir traiter plus globalement dans toutes les questions d'impact qu'on a voulu traiter cette semaine dans cette semaine de la transformation durable chez Starwen. Et je vous propose qu'on s'arrête là, on est au bout de l'heure. Bon, merci en tout cas de votre participation. Le webinaire est enregistré, le replay sera accessible pour tous les participants. Et merci encore d'avoir répondu à ces questions qui auront éclairé, j'espère, nos auditeurs. Merci, au revoir. Merci. Au revoir. Merci à vous. Bonne journée. Bonne journée.